Je suis accompagnée de mon collègue Jean-François Allaire. Jean-François, si tu veux ouvrir ta caméra. Jean-François est, le coordonnateur de l'axe de recherche, développement des communautés. Il va nous rappeler un peu le contexte de cette conférence, puis, aussi il va nous, présenter un peu nos conférencières. Donc Jean-François, je te laisse la parole. Merci Céline. Donc, bonjour à tout le monde. Ce projet-là, je suis bien content qu'on puisse avoir la présentation parce que ça fait quand même 5 ans que ça bouge, puis que Culture aux années mène des actions. Puis c'est le fun parce que pendant ces dernières années-là aussi, il y a eu des chercheurs, une équipe de recherche qui a accompagné ce projet-là. Donc, ça a permis de bien documenter ce qui se passait sur le terrain. Donc, aujourd'hui, justement, avec nous, on a 2 personnes du terrain, puis la chercheure principale, Kéra Beladiane, qui est professeure en sociologie à l'Université de Lorraine, qui s'intéresse entre autres à tout ce qui est médiation culturelle et diverses euh, interventions là, liées aux arts et à la culture. Puis également, Sarah Touchette, qui est ou coordonnatrice artistique là, dans le projet Culture aux aînés, mais qui est aussi là, comédienne, clown professionnelle, directrice de l'organisme Vent dans les arts. Depuis là, 7 ans, elle se spécialise en médiation culturelle, surtout auprès de la clientèle aînée. Puis aussi, finalement, Marie Dion, qui est la directrice du projet Culture aux aînés et qui s'intéresse là, à l'intervention, à la recherche sur les bienfaits des arts en lien avec l'inclusion sociale, qui a complété une maîtrise en sciences d'éducation, qui était professionnelle de recherche à l'Université de Sherbrooke et enseignante au Collège Champlain en Estrie. Puis, je vous laisse la parole pour nous présenter ce beau projet-là qui a été mobilisateur pour la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François. Bonne présentation. D'abord, merci à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux pour la belle invitation. Merci à tout le monde d'être présent avec nous ce midi. On est contente d'y être aussi. Donc, sans plus tarder, Culture aux aînés, oui. Donc, de quoi s'agit-il? C'est une innovation sociale pour briser l'isolement des personnes aînées en milieu rural. Donc, voilà, il y a trois auteurs de la communication. Puis, on voit que la culture, ça nous fait du bien. Culture makes us feel good. Donc, oui, c'est la prémisse du projet. Pourquoi dans les deux langues? Mais simplement parce qu'on s'adresse aux personnes à risque d'isolement et la communauté d'expression anglaise en ruralité et plus spécifiquement là, à risque de vivre de l'isolement. Donc, on a aussi des activités pour celles-ci plan de notre présentation, mais ça va être à la bonne franquette. On veut que ce soit convivial, chaleureux. Si vous avez des questions en cours de route, notez-les. On a hâte de discuter avec vous. Mais on a plusieurs choses à vous dire. On va essayer d'être concise et pour garder un bon temps d'échange. Donc, d'abord, un survol de culture aux aînés. Puis après ça, les trois volets d'action. Donc, rencontre artistique, culturelle, mobilisation, innovation, qui va donner suite aux résultats de la recherche-action en primaire avec Kera. Donc, Culture aux aînés, c'est un projet du Petit Bonheur de Saint-Camille qui est porté avec la communauté. C'est vraiment un projet là, de gouvernance partagée. L'idée de départ, en fait, c'est en 2018 qu'est née l'idée à la deuxième édition du colloque Porteurs de culture, vecteurs de santé. Et là, il y a eu une petite équipe de gens qui se sont mis à rêver. Donc, un petit groupe qui se met à rêver, puis en fait, ils allient leur force dans la volonté de faire favoriser le bien-être pour réduire l'isolement, qui était alors déjà reconnu là, comme une problématique importante là, avec le vieillissement de la population. Donc, quoi de mieux qu'une petite vidéo pour faire le tour de ce projet, un petit bilan. Dans les cantons de l'Est, au légendaire Petit Bonheur de Saint-Camille, est né le projet Culture aux aînés, une initiative novatrice qui s'est déployée en 3 volets: les rencontres artistiques et culturelles, la mobilisation et l'innovation. Notre projet mise donc sur la participation sociale à des activités culturelles. Nous avons adopté une approche d'impact collectif, c'est-à-dire que les forces du milieu se mobilisent pour travailler en collaboration pour relever le même défi. Cette approche favorise un résultat durable. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que les aînés sont partie prenante et donc participent à toutes les étapes du projet. Et donc, ça correspond à leurs besoins, ça correspond à leurs intérêts, et c'est la raison pour laquelle ils participent davantage.
À chacune de mes activités avec les aînés, je constate les effets positifs. Leurs traits, leur posture change, ils s'ouvrent. Une joie de vivre est palpable. Les études montrent que l'isolement social et le sentiment de solitude chez les aînés, bien, ça augmente le risque à la santé autant que le fait de fumer 15 cigarettes par jour. En moins de 4 ans, ce sont plus de 7000 aînés qui ont participé aux activités en français et en anglais. Les artistes sont formés afin d'adopter une approche spécifique qui répond réellement aux besoins. L'offre est variée. Certains ateliers font appel à la créativité, tandis que d'autres sont plus physiques. Dans tous les cas, l'effet du groupe augmente les bénéfices pour le vieillissement en santé. L'innovation est au cœur des expériences artistiques et les aînés vivent des moments magiques qui brisent l'isolement. En 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque dollar investi en culture amène un retour de 2 à 7 dollars. C'est donc dire qu'un investissement en culture, c'est aussi un investissement en santé. Le projet Culture aux aînés répond à 2 questions importantes au niveau de la ruralité. Il permet de rendre accessible, en fait, davantage la culture sous ses différentes formes et favorise aussi des rencontres qui donnent l'occasion d'échanger. En plus d'offrir des activités riches et diversifiées, Culture aux aînés, c'est la synergie pour une même cause. Des chercheurs en santé et en innovation sociale et culturelle, une petite équipe compétente et dédiée et plus de 30 partenaires mobilisés. Culture aux aînés, c'est un projet inclusif, intergénérationnel, avec un fort potentiel d'impact dans une société vieillissante. C'est pourquoi il mérite de durer longtemps et de rayonner encore davantage parce que la culture, ça nous fait du bien. Mais sans plus tarder, ça me fait grand plaisir de céder la parole à Sarah, ma collègue, pour vous présenter les activités artistiques au cœur du projet. Merci, Marie. Alors, comme vous l'avez vu dans cette vidéo bilan, le cœur du projet, c'est les activités culturelles et artistiques qui se déploient vers la clientèle aînée. En fait, on aime à dire que l'art et la culture est le prétexte ou l'outil pour rejoindre les aînés et créer du lien. Ici, vous voyez un de nos médiateurs artistes, Robert Daigneault de Sherbrooke, qui a participé à plusieurs activités terrain au sein du projet et qui est toujours actif avec nous. On va se déployer sur 4 volets donc d'activités. Les activités en résidence. On est conscient que la majeure partie des personnes âgées du territoire se retrouvent en RPA, donc en résidence. Les vidéos et balados. Les rencontres improbables qui donnent la possibilité de faire des rencontres intergénérationnelles ou multiculturelles et les activités collaboratives où ça nous permet vraiment de bonifier et de mailler les actions du terrain, comme par exemple avec les centres d'action bénévole. Parole de sage, c'est maintenant plus de 11 capsules qui ont été produites depuis le début. Et j'aimerais vous donner un petit contexte. On était en pleine pandémie dans le début de notre projet et on a un précieux comité des sages qui nous ont guidés vers ces actions, d'aller rejoindre les aînés à domicile ou en résidence par la radio et la télévision. Donc, il y a une belle équipe qui s'est mise en place. Marianne Ménard de notre équipe qui est porteuse du projet. Johan Gass, vidéaste, et la stratège en communication Diane Blais, qui a d'ailleurs réalisé là, la petite vidéo que vous avez vue en début. Alors, les paroles de sage, on vous invite à aller les visionner sur notre site web. Il y en a des capsules en français et en anglais. Ici, on voit l'artiste médiatrice Nadia Loria-Legris, artiste en art visuel de Sherbrooke. Elle est accompagnée de sa maman Angèle, qui a été jusqu'à tout récemment proche aidante, vivant ensemble. Et Nadia a proposé un atelier de mandala de sable qui s'est déployé vers les résidences. Alors, suite à ces expériences-là, je vais vous présenter la prochaine diapo où on voit une dame, Madame Cécile. Madame Cécile habite à Danville, dans une résidence, le Louis d'Or, et c'est une dame qui avait plutôt tendance à être isolée à sa chambre. Elle aimait beaucoup le tricot, mais elle ne socialisait pas beaucoup.
et elle s'est inscrite, donc elle est venue volontairement aux ateliers de mandala de Nadia et rapidement, elle a tissé des liens avec les autres participantes et vous pouvez voir à l'atelier 1 sa posture physique, son visage et 4 semaines plus tard, donc à l'atelier 4, on voit vraiment Madame Cécile resplendissante avec un mandala qui est très coloré comparativement au premier. Donc, il y a eu une évolution pour Madame Cécile au point de vue social à travers les ateliers de mandala. Et au dire du gestionnaire de l'endroit, Madame Cécile faisait même des mandalas sur les serviettes de table. Donc, c'est devenu pour elle une routine de vie. On a aussi un comité de médiation culturelle sur lequel certains acteurs se sont penchés sur les principes ou les valeurs du projet et surtout dans la transmission lorsqu'on invite des nouveaux médiateurs artistes à aller sur le terrain auprès des aînés. Donc, je vais vous en faire la lecture rapidement. On a vraiment les grands titres, là. Reconnaître que la personne aînée, participante et porteuse et créatrice de culture et de savoir. 2, miser sur le pouvoir de l'art et de la culture comme un levier ayant le pouvoir de créer des effets positifs sur l'individu comme sur le collectif. Adopter une pratique exemple d'agisme. Valoriser la diversité des expressions artistiques et culturelles en misant sur la créativité, les forces, les aspirations des personnes aînées. Créer un espace de partage dynamique et une pédagogie active. Ensuite, permettre aux participants de créer du lien social significatif, offrir une expérience positive, offrir des opportunités où le participant est visible dans l'espace public, offrir à la médiation culturelle ouvrir à la littératie numérique. Donc, on a été confrontés à ça durant la pandémie. On voit maintenant, même ce midi, que c'est un outil très pratique. Alors vraiment, ces principes de médiation culturelle font partie de notre valeur, de nos philosophies et est toujours en mouvement, en continuel questionnement, retravail. Alors on est très content de pouvoir les proposer, de vous les démontrer aujourd'hui. Et je vais repasser la parole à ma collègue Marie pour la suite. Alors oui, merci. On a vu le volet, dans le fond, des activités, qui est évidemment le cœur du projet, aller vers les aînés, par, avec et pour eux. Et c'est une composante essentielle, mais là, il y en a une qui est moins visible, mais qui est tout aussi fondamentale, c'est la mobilisation. On mise donc sur l'alliance entre la collaboration et l'art. C'est vraiment ce qui démarque l'approche de Culture aux aînés. Et en termes de mobilisation, ce qui est fondamental, s'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez sur ce point-là, c'est que les aînés sont au cœur du projet. On a écrit, on a répété, c'est par et pour les aînés, c'est avec et pour les aînés. Des fois, ça change de terme, mais au fond, ce qui compte, c'est qu'il y a un petit comité des sages qui est là et qui a vraiment le mandat de guider l'action, mais aussi de nous donner des rétroactions. À gauche, sur l'image, vous voyez Mme Alice Weir. Elle est sur le comité des sages de Culture aux aînés avec plusieurs autres personnes qui vraiment offrent un éclairage essentiel pour nous permettre de mieux répondre aux besoins des aînés. Puis Alice est aussi donc présidente de la table de concertation des aînés de la MRC du Val-Saint-François actuellement, puis elle représente notamment la communauté d'expression anglaise. Donc pour nous, c'est vraiment une donnée importante, les aînés. Mais il y a aussi 35 collaborations actives avec différents collaborateurs. Ce que j'aimerais que vous reteniez, parce que c'est assez complexe, puis c'est beaucoup plus facile à écrire sur une diapositive que de le faire, je vous dirais. On a eu un accueil chaleureux dans les MRC du Val-Saint-François puis des sources. D'ailleurs, je vois que M. Couillard est là. Un clin d'œil à Michel. Donc, mais les partenaires des tables des aînés, du milieu communautaire, mais aussi d'autres milieux santé et recherche, ont ouvert leur cœur et vraiment, on fait partie de la mobilisation pour collaborer, créer des vidéos, offrir des activités parce que, par définition, quand on parle d'aînés plus isolés, on s'entend que c'est plus difficile de les rejoindre. Et c'est pour ça que si on veut avoir un impact significatif, ça demande d'une part de la patience, mais aussi de s'arrimer aux forces du territoire. Et chacun a pu collaborer de différentes façons, que ce soit en partageant l'information, en allant vers les aînés, ou en collaborant aux activités, en faisant connaître leurs services avec nous lors de nos activités. Donc, c'est un beau défi. Puis un grand merci aux partenaires du milieu pour leur ouverture et leur confiance. Le volet, donc, innovation.
Oui, c'est aussi important. Puis les trois volets sont interreliés. L'innovation fait partie des activités artistiques et font partie aussi de la mobilisation. Puis depuis le début, une des choses qui caractérise l'innovation sociale de Culture aux aînés, c'est, comme Jean-François le disait au début de cette rencontre, pour ceux qui étaient à l'heure, oui, il y a l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux qui fait une recherche-action et qui accompagne le projet Culture aux aînés. Parmi les collaborateurs, pour le secteur recherche, c'est un allié de taille. Et dans les prochaines diapos, vous allez voir deux exemples aussi de projets qui reflètent un peu comment on travaille en équipe. Donc, pour le projet Mémoire à l'oreille, qui a été mené avec brio par Erika Tissot, chargée de projet, qui est aussi notre agente de communication qui fait un travail important parce que qui dit rejoindre les aînés, ça demande tout un enjeu de communication, d'autant plus quand on travaille avec plusieurs partenaires. Donc, un grand merci à Erika pour son travail de fond, toujours excellent. Et donc, Mémoire à l'oreille, on a dit, est-ce qu'on peut faire du bien-être, rejoindre les aînés en CHSLD, en fin de vie, qui ont moins accès à la culture, qui sont plus vulnérables? C'était la prémisse de départ et on les a rencontrés. Il y a eu des entrevues dans les CHSLD. On s'est allié à des chercheurs, mais surtout à Audiotopie, qui est un organisme spécialisé en création sonore. On a été soutenu par le ministère de la Culture et des Communications, puis on a collaboré avec leur corporation de 5 amis là, de développement socio-économique, dis-je bien. Et donc, ça vous donne un exemple comme quoi, pour créer une œuvre sonore, il y a plusieurs partenaires qui se mobilisent, qui innovent avec les aînés au cœur du projet. On a un prochain exemple qui, cette fois-ci, c'était réellement plus ciblé à 5 amis. Le projet s'appelle « Raconte-moi encore 5 amis ». Et il s'agit d'un projet de recherche et création de l'artiste et chorégraphe Emmanuel Calvé, qui vraiment veut offrir un moment de poésie aux aînés avec des rencontres avec les jeunes du village. Ils occupent l'espace public, il y a une représentation publique donc à la fin. Puis, il y a aussi eu des bailleurs de fonds, des organismes communautaires qui se sont maillés avec nous. Donc, encore là, on voit que les trois volets sont interreliés pour faire du bien aux personnes aînées. Et sur ce, ça me fait plaisir de vous présenter maintenant ma collègue Kéra, qui est la chercheure responsable de Culture aux aînés et qui, en primeur aujourd'hui, va vous présenter les résultats de la recherche. Merci beaucoup, Marie. Alors oui, je vais vous présenter les résultats de cette recherche. Donc bon, on n'a pas trop de temps, donc je vais essayer d'y aller un peu comme rondement. Avant de vous présenter les résultats, je vais rapidement vous présenter comme le contexte théorique, on va dire, et méthodologique autour de cette recherche. Alors, on a réalisé donc une recherche-action pour accompagner l'implantation de Culture aux aînés. Et cette recherche, on a essayé de la fonder sur deux approches complémentaires qui sont d'abord une inspiration des principes de l'évaluation évolutive. Alors rapidement, c'est un type d'évaluation participatif qui consiste à réaliser les différentes étapes de la recherche en concertation avec les parties prenantes les plus impliquées dans le projet. Et c'est assez intéressant parce que ça nous permet justement de modifier l'action pendant qu'elle se déroule. Et aussi, ça nous permet à tous et à toutes de tirer des apprentissages. Cette évaluation, elle est également fondée sur les principes de la théorie de changement. Alors là aussi, c'est une approche qui, quelque part, consiste à déterminer la théorie sous-jacente de la culture aux aînés et donc d'émettre comme des hypothèses. En fait, des hypothèses sur le chemin du changement. C'est-à-dire qu'on se questionne vraiment de quel chemin emprunter finalement pour parvenir aux objectifs escomptés. Et donc, ça veut dire qu'on réfléchit à des réponses par rapport à cette question-là. Et ce sont des hypothèses. On va y arriver. Et donc, à partir de ces deux approches, on a identifié une question de recherche qui est donc la suivante. Comment agir sur l'isolement social des personnes aînées dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François? Alors, on en arrive justement à nos hypothèses. Donc, nos hypothèses de changement. Alors, ce sont des hypothèses qui ont été documentées à la fois par les connaissances d'expérience des parties prenantes donc, qui sont impliquées dans le projet, mais aussi qui ont été documentées par la littérature scientifique. Et nos hypothèses, elles consistent à penser que pour réduire l'isolement des personnes aînées et favoriser leur inclusion sociale, il faut recréer du lien social. Donc, d'une part, entre les acteurs impliqués dans les enjeux du vieillissement et d'autre part, entre les personnes aînées et la communauté. Donc, en fait, l'hypothèse, concrètement,
c'est de penser qu'en fédérant des partenaires intersectoriels qui sont concernés par les enjeux du vieillissement, donc ça peut être vraiment des secteurs comme très variés, secteur communautaire, secteur culturel évidemment, social, secteur de la santé et même du milieu politique. Et donc en fédérant tous ces acteurs, les efforts peuvent être coordonnés vers la construction d'un plan d'action commun qui va être propice au changement en faveur des personnes aînées. Mais aussi, cette hypothèse, elle est de penser que en invitant les personnes aînées à vivre des expériences artistiques, mais qui sont comme structurées autour d'un dispositif spécifique de médiation culturelle, alors il peut y avoir des opportunités pour développer un sentiment de protection et de reconnaissance. Alors rapidement, on va rappeler très très vite les définitions là, d'impact collectif et de médiation culturelle, qui sont les deux leviers d'action en question. Alors l'impact collectif, c'est un mode d'action qui est particulièrement émergent, en tout cas dans les domaines de la réduction de la pauvreté, dans le renforcement aussi de l'implication citoyenne. Et donc l'impact collectif, c'est un cadre de changement des communautés et des systèmes qui va s'appuyer sur l'engagement d'une grande variété d'acteurs, des acteurs influents, issus de divers secteurs, et qui vont tirer parti de leurs ressources collectives pour obtenir des résultats en faveur d'un programme commun qui va viser à résoudre un problème social spécifique, d'ampleur et complexe. Concernant la médiation culturelle, alors vous l'avez compris, hein, l'expérience artistique, elle constitue le socle d'intervention directe de Culture aux aînés. Et ce socle d'intervention, il repose sur une approche en médiation culturelle qui se situe quelque part à l'interstice du social et du culturel. En fait, dans ses effets, la médiation culturelle, elle est considérée comme un moyen pour briser l'isolement par la création de liens sociaux et de solidarité. Et la logique d'action, elle consiste à créer des ponts quelque part entre l'art, la culture, la société, les citoyens. Mais concrètement, il s'agit de mettre en œuvre un processus d'accompagnement vers une participation à des activités artistiques ou culturelles en tant que collaborateur, co-créateur ou en tant que spectateur. Et c'est très important de souligner que la finalité de la médiation culturelle, elle vise moins l'œuvre artistique ou culturelle, elle vise davantage quelque part la relation entre des personnes, mais aussi entre des personnes et des institutions qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que avant le démarrage des activités, il y a eu tout un processus de concertation entre les parties prenantes impliquées donc, dans Culture aux aînés. Et l'idée, c'était de bricoler ensemble la philosophie d'action du modèle de médiation culturelle propre à Culture aux aînés. Et donc, c'est l'approche par la médiation culturelle qui a été retenue. Et ici, c'est un modèle de médiation culturelle orienté vers une perspective de démocratie culturelle. Donc, on n'est pas du tout dans la démocratisation de la culture. En fait, tout simplement, la médiation culturelle, comme son nom l'indique, quelque part, c'est une action qui s'inscrit donc dans une perspective de démocratie culturelle qui vise la reconnaissance de la différence et l'expression culturelle autonome. Et c'est important quand même de signaler qu'une fois que ce modèle a été identifié, il y a tout un groupe de travail qui a été mis en place, le comité médiation culturelle, pour développer tout un énoncé de principes, une définition de la médiation, du médiateur, de la médiatrice culturelle, des valeurs, des principes aussi qui ont d'ailleurs déjà été énoncés par Sarah. Alors, au niveau de la méthodologie, donc voilà, on vient de voir un petit peu poser la table en fait théorique. D'abord, il faut préciser que ce type de recherche-action évolutive, elle nécessite que les chercheurs prennent part à l'action. Donc, nous concernant, ça signifie que les chercheurs se sont impliqués dans les différents comités, le comité de pilotage, le groupe porteur, le comité médiation culturelle. Et en participant à ces comités, on a pu travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs du projet dans une perspective de co-construction au niveau des connaissances, mais aussi des stratégies d'intervention. Et cette implication, elle nous a aussi permis de contribuer directement aux discussions en fait, stratégiques et aux décisions qui étaient prises, mais tout en intégrant aussi les retours du terrain par rapport, qu'on a pu intégrer nous dans la méthodologie de recherche. C'était tout un défi, hein, je ne vous cache pas. Donc, en fait, il y a eu donc 2 phases de collecte de données. On a réalisé donc, des analyses documentaires, des entrevues individuelles avec des personnes aînées qui vivent en résidence, avec l'équipe de coordination, avec des artistes, médiateurs, médiatrices culturelles. On a également réalisé des focus group avec des comités internes, donc le groupe porteur, le comité des sages, des participants aussi et participantes à Parole de sages,
mais aussi donc avec des artistes médiateurs, médiatrices, des partenaires culturels. On a également diffusé des questionnaires exploratoires auprès de partenaires clés, notamment des secteurs culturels, sociaux et politiques. Alors, on va arriver à la phase des résultats, mais avant d'entrer dans la phase des résultats, il faut quand même mentionner quelques petites limites. D'abord, c'est très important de mentionner que la première vague de collecte de données, elle a eu lieu dans le contexte de la COVID-19 et ça a engendré quand même des limitations. Vous le savez, hein, les restrictions sanitaires, de notre côté, en tout cas, elles ont rendu très difficile, hein, parfois même impossible, l'accès physique à certains terrains de recherche. Et ça a donc nécessité une adaptation au niveau des stratégies de la collecte de données. Et donc, parfois, ça a été réalisé, même très souvent, ça a été réalisé à distance, donc par visioconférence. Mais parmi tous les entretiens qui ont été réalisés durant cette période, seuls ceux qui ont été réalisés avec les personnes aînées ont été menés en présentiel, quand les règles sanitaires l'ont permis. Et d'ailleurs, je profite de ce moment-là pour remercier France Jodoin pour la collecte des données. France réalise son doctorat en gérontologie à l'Université de Sherbrooke, justement sur l'expérience vécue par les personnes aînées en médiation culturelle, donc dans le contexte de culture aux aînés. Donc, il y a autre chose à mentionner hein, par rapport à certains défis, c'est qu'évidemment, on a comme bien conscience que ça peut être assez délicat d'attribuer les résultats d'une évaluation au niveau des effets, au niveau des impacts, directement à l'initiative. Surtout quand il y a des facteurs externes là, qui peuvent influencer les résultats, et justement, les facteurs liés à la COVID-19, là, c'est évident. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent intervenir, d'autres facteurs contextuels, mais peut-être plus structurels aussi. Donc, ça serait pertinent peut-être de pousser un petit peu, de prolonger cette recherche, ou en tout cas d'ajouter des ramifications à cette recherche-là pour identifier davantage ces facteurs externes. Donc, pour atteindre cet objectif d'inclusion sociale par le biais des arts et de la culture, il y a tout un défi que Culture aux aînés doit relever, c'est d'encourager les personnes aînées à participer aux activités artistiques proposées. Alors, vous le savez, susciter l'envie des personnes, là, notamment des personnes les plus isolées, de sortir de chez elles, ça peut vraiment être un défi très difficile, surtout si ces personnes considèrent comme leur domicile comme étant le seul lieu où elles se sentent en sécurité, si l'isolement est devenu une routine pour elles, si leur état de santé est fragile, si les structures de transport sont inadaptées ou inexistantes, ou encore s'il n'y a personne pour accompagner aux activités. Et ce défi, il est encore plus grand quand les personnes n'ont été que rarement exposées aux arts au cours de leur vie, en fait, que ce soit par manque d'opportunités, par rapport à une perception élitiste ou inaccessible de certaines formes d'art, ou par voilà, un manque de moyens financiers. Et ça peut engendrer des craintes de ne pas être à la hauteur en termes de connaissances artistiques. Donc, pour lever ces barrières à la participation culturelle, il faut lever les barrières au transport et au coût. Le manque et l'inadéquation des moyens de transport, c'est clair que c'est un obstacle majeur pour la participation culturelle, surtout en milieu rural. Et Culture aux aînés répond à ce défi en proposant un service de transport adapté et sans frais. Cette initiative, elle est clairement perçue de manière très, très positive par les personnes aînées. Là, vous avez un extrait de verbatim, une personne qui nous dit « J'ai trouvé extraordinaire qu'on nous invite à un spectacle, qu'on nous amène en autobus et qu'on ne nous charge rien. J'ai trouvé ça fantastique, puis j'ai dit « Ça doit être une maudite bonne organisation pour qu'ils soient capables de faire ça. » Parfois aussi, juste signaler cette barrière du transport, elle peut être tout simplement levée en invitant les personnes à des activités sans avoir à quitter la résidence ou à se déplacer sur de longues distances. Et donc, en organisant ces activités dans la résidence ou dans la proximité immédiate, toutes ces barrières-là logistiques, elles sont réduites, y compris d'ailleurs donc pour les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés à se déplacer. Alors, l'un des défis, on vient de le voir, c'est d'inviter les personnes à participer à différentes activités artistiques. Mais par-dessus ce défi, s'ajoute celui de maintenir la participation culturelle. Et ça, donc, ça passe notamment par une offre d'art qui va être variée, mais ça passe aussi surtout par le contexte dans lequel l'activité se déroule. Et donc, à ce sujet, un des points forts, on va dire, qui a été souligné par les personnes qu'on a pu rencontrer, c'est qu'elles disposent de toutes les ressources nécessaires pour participer aux activités, c'est-à-dire que leurs besoins sont anticipés au niveau de l'aménagement de l'espace, au niveau de l'équipement. Et donc, toute cette prédisposition, elle contribue à éliminer quelque part les barrières potentielles qui pourraient décourager les personnes à participer, puisque ça leur permet en fait de se concentrer pleinement dans le moment présent, dans l'expérience artistique, sans se soucier des tracas logistiques, finalement comme le transport. Et l'accueil matériel,
Donc, il est important, mais l'accueil humain est encore plus important pour créer un environnement sécurisant, pour stimuler la participation culturelle, puisque avant le démarrage des activités, les artistes médiateurs et médiatrices prennent le temps de bien accueillir les personnes, de construire, de créer un climat d'accueil chaleureux, bienveillant. Et ça, c'est pas anodin, c'est pas lié au hasard en fait, hein, c'est vraiment l'un des principes du modèle de médiation culturelle qui est déployé, qui est développé par Culture aux aînés. Et c'est évident que le fait de se sentir en sécurité, c'est essentiel hein, pour réduire comme l'anxiété, l'appréhension que certaines personnes pourraient ressentir pour rejoindre une activité qui peut parfois être inédite, peu pratiquée ou intimidante. Et donc, on a le témoignage de cette dame-là qui est particulièrement éloquente, qui nous dit « Moi, j'ai trouvé qu'on avait été reçus comme si on était des vieux amis, pareil comme s'ils nous avaient connus depuis longtemps. J'ai beaucoup aimé l'organisation et le monde qui était là. » Alors, ensuite, on a un autre principe important qui est couplé à ce principe-là d'accueil, c'est celui de la non-performance. Il est vraiment important parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être comme dissuadées de participer aux activités par crainte de ne pas avoir suffisamment de connaissances artistiques. Donc, les piliers d'action, encore une fois, qui sont développés dans le modèle de médiation culturelle, de culture aux aînés, permettent de franchir cette barrière. D'abord, par rapport à la façon dont la participation est définie. En fait, dans ce modèle, les formes de participation, elles sont encouragées, elles sont valorisées. Parce que pour Culture aux aînés, chaque forme de participation permet de s'exprimer. Donc, la participation, elle peut prendre vraiment différentes formes et la personne, elle peut être, par exemple, spectatrice passive, spectatrice active, créatrice, co-créatrice et même artiste. Alors, il y a toutes des enjeux en termes de non-performance qui est lié à l'approbation, à la validation. Et c'est assez intéressant de voir comment ce contexte de non-performance, il apporte une validation à la fois personnelle, une validation artistique et une validation sociale. Et ça peut transformer les perceptions liées à l'incompétence ou à l'inaccessibilité. On a ici une personne qui nous dit « Le premier dessin que j'ai fait, je ne me pensais pas aussi bonne. Je trouvais ça beau. Je n'avais jamais fait de dessin. Vous avez trouvé que mon dessin était beau. Ben, j'ai dit, ça montre que je suis capable de faire de quoi. Et j'ai montré à mes enfants ce que je suis capable de faire. » Donc, c'est sûr qu'en découvrant et en validant surtout des nouvelles capacités, il y a quelque chose qui devient possible, hein, c'est de redéfinir sa propre identité autour de nouveaux talents qui peuvent être très inattendus. Et évidemment que ces éléments peuvent enrichir la fierté et l'estime de soi. Donc, en fait, quand on parle de la participation culturelle, c'est clair que l'artiste médiateur, médiatrice culturelle joue un rôle clé, un rôle déterminant. Et plus la relation, plus la pédagogie, plus l'accueil sont sécurisants, encourageants, toutes les formes de participation, plus les personnes aînées vont avoir envie de poursuivre la participation. Je ne l'ai pas mentionné, et peut-être qu'on pourra en reparler aussi dans la discussion, mais tous ces artistes-là qui sont partenaires de Culture aux aînés sont formés au modèle de médiation culturelle hein, qui est développé par Culture aux aînés. Et donc, ces artistes-là, ils sont vraiment au cœur du changement. D'ailleurs, eux-mêmes se définissent comme étant acteurs du changement. Alors justement, donc, participer aux activités artistiques, donc c'est un point de départ. Et donc, en levant plusieurs barrières à la participation culturelle, les conditions, elles peuvent être réunies pour que les personnes puissent prendre part à ces activités. Donc, cette participation culturelle, elle peut à son tour avoir un effet sur leur participation sociale. Et donc, encore une fois, ce modèle de médiation culturelle encourage les personnes à découvrir de nouvelles formes d'art. Par exemple, ici, on a une personne qui découvre le jazz. Ça m'a fait découvrir c'était quoi le jazz. En fin de compte, j'aime. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. En fin de compte, le jazz, je pensais que c'était un peu comme l'opéra, que c'était quelque chose qui, pour moi, qui n'était pas assez accessible, que c'était trop inconnu pour moi. Puis là, je me suis dit, ben non, ça a agrandi mes connaissances. Donc, cette démystification-là, elle contribue quelque part à dépasser les idées préconçues, mais ça permet surtout aux personnes voilà, d'enrichir leurs connaissances. Et le fait d'apprendre de nouvelles formes d'expression artistique, ça peut stimuler la créativité, renforcer le développement de nouvelles compétences, engendrer aussi une plus grande confiance en soi et un sentiment d'accomplissement. On le voit avec cette dame aussi qui nous dit, comme je l'ai dit aux enfants, je suis contente à 90 ans d'être capable d'apprendre encore. Donc l'apprentissage, on le sait, ça permet d'améliorer à la fois le bien-être mental et émotionnel, ça stimule l'esprit. Et donc,
en continuant d'apprendre, en exprimant cet apprentissage aussi dans leur environnement, les personnes, évidemment, peuvent se sentir davantage valorisées et compétentes. Cette expérience aussi, elle permet de développer des occasions d'apprentissage réflexif. Ici, une personne nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle nous dit, c'est assez fort, parce que ça vient de chercher intérieurement aussi. Ça te fait réfléchir. Il y a bien des spectacles qui te font réfléchir sur ce que toi, tu vis dans ta vie, sur la vieillesse et sur toutes les choses qui se passent dans l'actualité. Donc, cette forme d'apprentissage-là, elle dépasse finalement le développement de nouvelles connaissances. Elle peut amener aussi à réfléchir sur sa propre vie, sur ses propres expériences. On le sait, l'art touche aux émotions. Et ça amène parfois justement des réflexions sur soi-même, sur le monde. Et quand le monde change autour de soi ou quand sa situation de vie en fait se modifie, ben, l'apprentissage réflexif peut aider à garder une certaine maîtrise de son environnement, même peut-être à s'adapter à son nouveau contexte de vie. Donc, l'apprentissage tout au long de sa vie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la qualité de vie. C'est, on le sait, hein, un domaine clé de la participation sociale. Mais l'apprentissage tout au long de sa vie, c'est aussi un droit. Le point principal de la médiation culturelle, donc développée par Culture aux aînés, on le sait maintenant, c'est de mobiliser les arts et la culture pour offrir des occasions de rencontre et créer du lien. Donc ici, il faut comprendre que l'expérience artistique, elle n'est pas seulement le moment de la participation à l'activité. Elle est composée d'au moins comme 3 temporalités, cette expérience, donc avant, pendant et après l'activité. Et chacune de ces temporalités constitue une occasion pour les personnes de créer du lien. Le moment avant, on l'a vu, c'est essentiellement lié à l'accueil, au fait de lever aussi les barrières à la participation culturelle et de construire un lien de confiance. La temporalité du présent, elle correspond davantage donc à l'activité en soi. Et cette activité d'ailleurs en soi, elle se transforme assez souvent en activité pour soi. Donc certaines activités, le mandala par exemple, là, demandent de la concentration. Cette concentration, elle peut être le signe d'un engagement très très fort là, dans le processus créatif, où il s'agit d'être donc comme pleinement présent. Mais la temporalité du après aussi, l'activité, c'est pas un temps mort. Au contraire, ça peut vraiment constituer une opportunité d'approfondir ses connaissances, alors autant auprès des artistes médiateurs, mais ça peut être aussi une occasion de sociabiliser avec leur pairs autour évidemment de l'activité artistique, qui peut être comme un brise-glace, et ça peut comme contribuer à créer un sentiment de camaraderie, de cohésion, d'appartenance et à créer du lien. On a une personne ici qui nous dit, avec les gens qui viennent au spectacle, c'est regarde ça, elle était au spectacle, elle aussi, je lui demandais si elle a aimé ça. Tu sais, ça crée des liens aussi. Tu as plus de quoi en commun, tu as plus de quoi parler. Tu parles du spectacle, puis là, tu embarques avec eux autres, puis eux autres aussi, ils embarquent. Puis ça crée de la fraternité, je dirais. Ça nous aide à partager avec d'autres. Tu sais, des fois, on est renfermé, puis ça nous fait ouvrir un peu plus. Ici, le terme quand même fraternité là, qui est utilisé, il est très riche de sens. Là, il connote quand même une profonde relation là, qui peut être basée sur la confiance, puis la réciprocité, le sentiment d'appartenance. Et ce sentiment-là de fraternité, il peut contribuer à développer justement ce sentiment de protection, donc le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, et un sentiment aussi de reconnaissance, le fait de pouvoir compter pour autrui, pour quelqu'un. Et donc de construire, de renforcer un réseau aussi de soutien social. Il y a tout l'enjeu aussi de changer des éléments au niveau systémique, là, apporter des transformations systémiques. Et vous savez aussi bien que moi que l'agisme est un phénomène aujourd'hui qui touche, qui peut amener des situations d'isolement, de fragilité des personnes aînées. Et parmi les stéréotypes les plus répandus par rapport au vieillissement, on trouve celui de l'inévitable déclin cognitif, là, qui va laisser croire que les personnes aînées sont généralement moins aptes à apprendre de nouvelles choses, ou même à maintenir leurs aspirations, ou un certain talent même. Ici, on a une personne qui nous dit je ne pensais pas que rendu à mon âge, donc à 86 ans, j'étais pour dessiner. Et je me suis rendu compte que même à mon âge, je pouvais dessiner, parce que ça faisait des années que je n'avais pas dessiné. Donc, c'est clair, là, le vécu de l'expérience artistique, là, qui est exprimé par les personnes qu'on a pu rencontrer, montre clairement, au contraire, qu'elles peuvent continuer d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. On vient de le voir d'ailleurs. Et donc, une participation régulière aux activités artistiques va permettre quelque part de déconstruire des stéréotypes qui sont associés au vieillissement et qui sont parfois intégrés par plusieurs années. Et en brisant ces stéréotypes, ça peut être possible de prendre conscience de son potentiel
On a un autre extrait de verbatim ici d'une personne qui nous dit « Je vais te donner ce que j'ai trouvé depuis que je vais aux activités. Ce que j'ai découvert, c'est de s'arrêter à soi-même pour se dire qu'on est capable de faire quelque chose. En fait, on a un cerveau. Ce cerveau-là est en bonne santé, puis il faut le faire travailler. Si on veut garder notre mémoire, il faut la travailler. On le sait, quand on manque de stimulation intellectuelle ou créative, là, de la nouveauté aussi, quand on manque d'interaction sociale, ça peut altérer évidemment le sentiment de bien-être, exacerber l'isolement ou même le sentiment de solitude. Et l'expérience artistique, elle apporte ici une source concrète de stimulation. Alors, c'est du divertissement, mais au-delà de ce simple divertissement, elle contient un potentiel transformateur qui peut comme améliorer la qualité de vie. Ici, on a une personne qui nous dit finalement que l'activité artistique, c'est un peu du désennui. Mais si on va un petit peu plus loin, pour certains, pour certaines, l'expérience artistique offre bien plus qu'un passe-temps, qu'un divertissement. Elle devient une nécessité à leur bien-être. Une personne nous dit « Je ne serais pas en santé comme ça si je ne participais pas à rien. Je serais très malheureux. Je dépérirais. » Ça, c'est certain. Ça fait qu'il faut que j'ai des activités comme ça. Pour d'autres personnes aussi, ça va leur permettre, l'activité artistique va jouer un rôle de soutien émotionnel dans la gestion de la maladie. On a une autre personne qui nous a dit ça permet de ne pas juste penser à la maladie, mais penser à autre chose. Il y a autre chose dans la vie que juste la maladie. Ça empêche de penser à la maladie et aux problèmes. On l'a souligné, l'expérience artistique offre donc bien plus qu'un divertissement. Elle peut aussi être un vecteur d'estime de soi, de fierté, mais aussi de dignité. Et cette personne qui nous dit que moi, aller aux activités, ça m'a apporté la dignité, dans le sens que moi, je suis moi, j'ai fait des choses, mais ici, personne ne le sait. Même s'il savait, ça n'a pas d'importance, mais ça a de l'importance pour me valoriser. Donc, on comprend que participer à des activités artistiques, ça va permettre de relever des nouveaux défis, d'apprendre, de voir, de partager les résultats de leurs efforts, mais aussi de les transmettre. Ça, c'est aussi d'autres effets en fait, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais on pourra en discuter. Mais ça nourrit, en fait, toutes ces expériences artistiques va nourrir leur confiance en eux, en montrant qu'ils sont quelque part capables d'accomplir des choses et de s'y épanouir. Alors, on termine, en effet, avec la conclusion. Donc, ces résultats-là, ils nous permettent de penser comme un continuum de la participation, mais c'est un modèle de la participation, un continuum de la participation qui est propre au modèle de culture aux aînés. Donc, on comprend que la participation culturelle, c'est comme la première étape de ce continuum. Aller vers les personnes aînées pour encourager leur inclusion sociale, donc par le biais des arts et de la culture, ça nécessite avant tout d'identifier et de lever les barrières à la participation culturelle. Donc, en levant les barrières à la participation culturelle, comme le transport, on l'a vu, les coûts, les problèmes aussi de mobilité, en apportant aussi des activités artistiques directement dans les milieux de vie, en offrant aussi un accueil sécurisant, tout ça, ça fait qu'il devient possible pour elles de vivre des expériences qui va offrir un environnement propice à leur participation sociale. Donc d'apprendre, de découvrir ou de réapprendre parfois aussi, de prendre conscience de leur potentiel en brisant, par exemple, les stéréotypes liés à l'agisme, en créant des liens de solidarité, des liens sociaux, en améliorant leur qualité de vie, en transmettant des savoirs, en s'exprimant dans l'espace public, en aidant aussi et en s'entraidant. Tout ça, c'est des éléments que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais c'est des éléments clés de la participation sociale. Et donc, ultimement, toujours dans son continuum, en encourageant la participation culturelle et sociale, il y a une voie qui est offerte vers l'inclusion sociale où les personnes aînées pourraient se sentir à la fois valorisées et reconnues. Et donc évidemment, il y a plusieurs défis qui sont encore à relever pour Culture aux aînés. Donc je ne les aborde pas aujourd'hui non plus, mais première chose, c'est évident, là, je n'ai pas abordé l'impact collectif, mais il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas une formule magique. Là, il y a vraiment toute une équipe en arrière de ça, il y a vraiment des partenaires engagés, toute une structure de coordination qui fait que les choses sont rendues possibles, en plus de ce levier de la médiation culturelle. Donc, je vais terminer avec ça, en présentant rapidement, si c'est possible, les collègues de l'équipe de recherche. Donc, Jean-François Allaire, Claude Charpentier, José Grenier et les collaboratrices, évidemment, Marie et Sarah. Et au nom justement de toute cette équipe, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont accepté de participer à cette recherche, et surtout aux membres des différents comités, aux personnes aînées aussi, qui ont donné de leur temps généreusement
pour répondre à nos entretiens. Et un merci aussi tout particulier à France Jaudoin pour l'aide à la collecte de données, à Kim Gay, à Sarah Louvel pour leur contribution aux analyses, à Alexandre Sachs et à Emma Cher pour leurs apports théoriques.